Est-ce que vous connaissez Ridge Racer ? Replonge avec moi dans le passé glorieux d'une licence qui a marqué plus d'un gamin dans les années 90. Pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir goûté à cette série légendaire sur PlayStation 1, Ridge Racer, c'est une série de jeux de voiture typée arcade éditée par Namco. Quand le premier épisode sort en 93, c'est une révélation. C'est l'un des premiers jeux de course à sortir en 3D à la suite de l'excellent Virtua Racing de Sega qui a posé les jalons du genre un an plus tôt. Pour se démarquer du côté F1 tout en ayant l'envie de proposer un jeu résolument moderne et rapide, c'est un environnement urbain qui est proposé par la firme japonaise. Et c'est typiquement le genre de jeu easy to learn, hard to master. Pas de gestion de carburant, de pneus, de dégâts, ici on roule sur des circuits où la vitesse est exagérément élevée et les virages relativement serrés pour maîtriser une technique principale, celle du drift, pour prendre les virages le plus rapidement possible sans perdre de vitesse. Accélérateur toujours à fond avec un ennemi, le temps, puisqu'on se bat à la fois pour être le premier mais aussi pour être plus rapide que le chrono. On passe alors sur des checkpoints qui rechargent le chronomètre. Bref, c'est un jeu vidéo qui va à l'essentiel et qui impressionne. Alors chaque année sortira un Ridge Racer jusqu'en 98 où sortira le jeu qui va m'intéresser pour introduire cette vidéo, Ridge Racer Type 4. Les plus malins d'entre vous auront déjà remarqué à quel point j'aime ce jeu, tant la bande-son circule dans mes vidéos. Et RRT4, c'est la notion de prise de risque en ne changeant pas la formule au fond. Toujours être le plus rapide, se battre contre le chrono, mais dans des environnements plus variés, et surtout avec un fond d'histoire et du contenu saupoudré finement. On enchaîne ici 8 circuits avec 4 écuries dont on suit l'évolution sur une saison. Chaque constructeur est un niveau de difficulté et c'est super malin. Et pour chaque écurie, 4 constructeurs de 4 types de voitures différentes et c'est très malin. Parce que le contenu est ultra présent et le sentiment de conduite est plutôt bon, même s'il a un peu mal vieilli. Et là tu vas me dire, mais Valentin, tu veux m'emmener où avec Ridge Racer sur une vidéo de Canam? Et c'est précisément là que les plus rigoureux auront compris. J'ai été bercé par Ridge Racer étant plus jeune et encore aujourd'hui le jeu a changé ma façon de comprendre les jeux vidéo et parmi tous les modèles de véhicules disponibles, il y en avait un qui m'avait marqué plus que les autres parce qu'il changeait radicalement. Mais pour avoir la possibilité de le conduire, il fallait remplir des conditions très spécifiques, il fallait remporter les 2 premières courses et là, tu avais la possibilité de rouler avec le Terrazzi Whalebore. Le Whalebore, c'est la seule caisse 3 roues de R4, et le guide officiel du jeu dira que c'est le travail d'une fusion avec une moto qui ne pourra jamais être imitée. Et pour cause, c'est un véhicule différent, ni moto ni bagnole, un truc entre deux protégé avec un carénage qui surprend par sa tronche et son style. Je me suis toujours juré qu'un jour, j'arriverai à conduire un véhicule de ce type. Ni moto, ni bagnole, à 3 roues, et nous y voilà donc. Déjà, on va faire le distinguo, ouais, c'est pas une moto et ça n'a pas vocation à en être une. Les motards qui te disent que c'est pas motard de conduire un Can-Am ne sont pas motards. Parce que ce véhicule de loisir se conduit un peu comme un gros quad, n'a pas vocation à remplacer la moto, ni à fondamentalement convertir des mordus de 2 roues vers un véhicule avec un petit truc en plus. Ici, une roue supplémentaire à l'avant. Ce qui m'a agacé quand j'ai roulé en Can-Am durant plusieurs semaines, c'est d'entendre c'est un véhicule qui a les défauts de la voiture et de la moto, sans jamais avoir essayé un Can-Am. Ça montre tout de suite qu'une moto ne se réduit qu'à faire de l'interfile, à aller vite, à faire des wheelings et à ne pas être mouillé dans les bouchons. Alors que, qu'il pleuve en interfile ou dans les bouchons, il pleut. Oui, l'engin est volumineux, oui, t'es équipé comme un motard, oui, tu préféreras peut-être une MX-5 pour avoir 2 roues à l'avant, grand bien te fasse. Mais ici, on n'est pas là pour dire quel véhicule est meilleur qu'un autre, en tout cas pas sur ma chaîne. On essaie surtout de comprendre pourquoi un véhicule existe et pourquoi il est adapté à certains utilisateurs de la route plutôt qu'à d'autres. En quoi il valorise, en quoi il a été pensé, à qui il est destiné. Donc en tant que motard, je me ferai le plaisir de déconnecter le cerveau 2 roues pour aller vers ce type d'engin. Ceci étant dit, le parallèle peut être rapidement fait parce que conduire un véhicule de ce type a quelques similitudes avec la moto. Déjà, il faut un permis A1 ou un permis B avec une formation de 7 heures. Même si là, moi, je tique un peu. Laisser un véhicule de 115 chevaux et de 130 Nm de couple et de 400 kg à quelqu'un qui peut théoriquement conduire une 125, c'est soit très excitant ou alors complètement inconscient.
Mais avant de parler des spécificités d'un Can-Am, parlons de Can-Am et surtout de BRP, bombardier produit récréatif en québécois, très rigolo. Et au-delà de ça, avant de commercialiser les 3 roues, Can-Am a surtout une expérience dans les véhicules de loisirs off-road, buggy, quad, utilitaire, SSV et surtout ATV pour la neige, parce que Can-Am, c'est une filiale de Bombardier certes, mais c'est une entreprise canadienne. Fatalement, pour se déplacer, au lieu d'avoir des bagnoles, il est toujours intéressant d'avoir des véhicules adaptés au manteau neigeux. On va surtout aller en 2007, date de sortie de la firme Can-Am après des années de flottement, parce que 2007, c'est la date du sortie du premier Spider, le fleuron des roadsters 3 roues pour la route. À la fois moto et à la fois roadster, là on parle même pas de voiture, c'est un engin atypique qui n'arrive pas forcément à trouver sa place car il est positionné dans un entre-deux, mais qui veut surtout proposer l'expérience off-road Can-Am sur route. Et ça passe aussi par une deuxième acquisition de BRP, là ça va aller un peu plus pour les vieux rouleurs d'Aprilia et BMW, c'est Rotax. Rotax c'est l'un des leaders de la production de pistons et de moteurs qui produit des moteurs 4 temps et 2 temps. Et Rotax ça fait déjà près de 50 ans que ça appartient à BRP. Au-delà de la production pour la moto, c'est surtout un gros producteur de moteurs d'avion et fatalement de moteurs de skidoo, l'une des autres filiales de BRP. On reste en famille. À moto, pour nous intéresser, Rotax est surtout ultra connu pour avoir été l'un des producteurs attitrés de moteurs BMW de 2005 à 2020, notamment sur les F650, surtout la F650 GS avec le petit Rotax de 50 chevaux monocylindre, les premiers F800, F800 GT et F850 GS avec un bicylindre de 85 chevaux, et également ont permis de propulser Aprilia avec les moteurs iconiques de la Pegaso et surtout de la RS2000 et de la Tuono. Ouais, ils ont l'expérience de moteurs puissants et incassables. Bref, tout ça pour en venir où? Eh ben, Can-Am, parce que pendant longtemps, le Spider avait le moteur de la RS2000, jusqu'en 2014 en vérité, parce que 2014, un tout nouveau moteur prendra place alors dans le Spider, un 1330 cm3 de 115 chevaux baptisé Ace, qui a la particularité lui aussi d'avoir un petit truc en plus, un 3e cylindre. Ouais, 3 cylindres, 115 chevaux, 138 Nm de couple, refroidissement liquide. Autant te dire que le moteur, il est pas là pour faire des bracelets brésiliens sur la plage de Merlimont. Tout ça pour en arriver à la success story de Can-Am outre-Atlantique. 2e meilleure vente derrière Harley-Davidson, une belle histoire qui voudra s'implanter en France. Mais bon, tu connais la France, c'est un pays de Gaulois réfractaires et donc Can-Am a plutôt un petit succès d'estime. Mais on sera d'accord, le Spider RT, donc le premier modèle, vise plutôt les grands road trips ultra protégés, venant alors gommer les sensations au profit d'un confort inégalé en matière de conduite. Et c'est pour ça qu'en 2015 sort le F3. Avec sa gueule agressive, presque un peu méchant, design musclé, structuré et surtout dépouillé par rapport au RT, c'est ce modèle qui peut intéresser les motards, ainsi que la petite nouveauté en 2018, le Ryker, qui se veut encore plus dépouillé mais dépourvu d'un moteur plus petit pour d'autres sensations de conduite. On y reviendra peut-être si on essaie un jour ce modèle. Et qu'est-ce que ça donne sur route ? Pour ça, Can-Am, par le biais de la concession JPS de Naves, à côté de Cambrai, m'a fait l'honneur de me laisser essayer un F3S, une version un peu plus sportive avec amortisseur Kayaba, une calandre noire et bleue très chouette, et le BRP Connect dont je ne me serais pas servi, parce que j'ai pas voulu rentrer dans le détail de la connectivité, pendant un mois complet sur les routes des Hauts-de-France. Et un peu de Belgique aussi. Malheureusement, la météo étant scalée au mois de mars, je n'ai pas pu profiter d'un grand soleil miraculeux, mais plutôt de petites ondées entre deux séries de nuages gris, noirs et de la pluie. Et bien nous nous retrouvons donc au guidon de cette drôle de bestiole, Can-Am Spider F3S. Nous sommes bel et bien sur un véhicule 3 roues, donc avec un comportement particulier. Ce n'est pas une moto, ce n'est pas une voiture, ça n'a rien à voir. Oui, t'as les inconvénients d'une moto, nanana. Non, nous sommes donc perdus. Wow, c'est tellement beau. On est perdu en Belgique. Déjà, je tenais à remercier infiniment Can-Am France de m'avoir prêté ce véhicule pendant quelques semaines. Également remercier la concession JPS Can-Am à Naves, à côté de Cambrai. Merci énormément à Jérémy, Émilie et toute l'équipe. Et ils m'ont mis une bulle. J'ai rarement été aussi bien reçu dans une concession. J'avais un petit souci avec un rétro. Ils ont changé le rétro. Ils m'ont mis la bulle. Ils ont nettoyé le véhicule. Et ils ont refait le plein. Alors ça, je vois ça, mais alors extrêmement rarement. Alors après, je me trompe peut-être. Fantastique. Franchement, merci beaucoup à l'équipe de JPS Can-Am. Si vous avez des envies d'aller voir des Can-Am, faites des bornes et allez vous perdre entre Cambrai et Le Quesnoy. Vous allez être reçus comme des rois. Spider F3S, qui est donc un bel entre-deux entre le Ryker d'abord, qui va être un véhicule beaucoup plus petit, et le Spider RT. Ça fait déjà 2 heures que je roule, faut venir ici.
Et évidemment, moi, ce véhicule m'enchante beaucoup. Nous sommes donc sur un véhicule 3 roues qui peut être conduit avec un permis B et une formation 125, donc une formation de 7 heures ou un permis A1, ce que je trouve complètement dangereux. Parce que laisser un véhicule d'environ 350 kg, 115 chevaux, comparé à une moto très lourde, évidemment, et comparé à une voiture extrêmement léger, au taxe de 1330 cm3, 3 cylindres, une rondeur incroyable. Oui, ça chante comme une moto. Ça accélère comme une moto aussi. Le moteur est extrêmement coupleux. Un véhicule qui a donc un comportement, je dirais, de quad. Enfin, moi, ça me rappelle plutôt les comportements de quad. Ça veut dire que dès lors que tu donnes un petit coup sur le volant, et ben ça part tout de suite. Et regardez comme ça freine. C'est énorme. Je pense que c'est les freins les plus forts que j'ai jamais vus sur un véhicule de loisir. Le véhicule équipé Brembo partout et les freins, pour le coup, ils freinent extrêmement fort. Je n'ai jamais vu ça. En termes de ressenti sur le poste de pilotage, nous avons donc un écran ici TFT que l'on peut connecter avec l'application BRP Go. Mais je vous avoue que c'est un petit peu perfectible. Nous n'avons pas encore la version 2024 forcément, et la version 2024 est équipée avec un écran Apple CarPlay beaucoup plus grand de 10 pouces environ, qui sera donc là beaucoup plus simple à connecter avec le téléphone. Un poste de pilotage à gauche et un poste de pilotage à droite. Une petite clé toute simple. Je m'attendais à ce que pour un véhicule premium, on ait une clé sans contact, mais non. On reste sur une clé avec un contacteur classique. Clé qui peut d'ailleurs servir à ouvrir un petit coffre à l'avant, qui permet de ranger un casque. C'est pour moi un véhicule qui est quand même assez physique, parce qu'il faut l'emmener. Il ne faut pas hésiter à aller à l'intérieur du virage pour que ça aille bien. Là, j'ai une version équipée avec une bulle à l'avant, mais pendant une petite semaine, j'ai une version équipée sans bulle. Et je peux vous dire que la bulle fait quand même beaucoup de bien. On est bien plus protégé au niveau du plastron, bien plus protégé au niveau du vent aussi. Parce que sans bulle, à partir de 110, c'est vraiment ingérable, ce qui fait que c'est pas un véhicule qui est forcément destiné à l'autoroute, mais en même temps, c'est un véhicule de loisir. C'est donc fait pour le plaisir, évidemment. Ce qui surprend avec Can-Am comparativement à une moto, c'est déjà le gabarit. Forcément, ajouter une roue à l'avant donne plutôt le sentiment d'avoir une Peugeot 107 en face de nous plutôt qu'une Harley. 2,6 m de longueur, 1,5 m de largeur avec un empattement de 1709 mm, une hauteur de selle de 675 mm qui permet donc d'accueillir les plus petits gabarits, mais là on s'en fout, on se pose même pas la question. Il y a 2 roues à l'avant, donc tous les gabarits vont sur un Can-Am et déjà ça c'est un excellent point. Quelle que soit ta taille, ton poids, tes handicaps, tes contraintes, tu peux rouler. T'es pas bridé par ta morpho. Le poids n'est pas un problème car l'engin est toujours sur ses roues, la taille n'est pas un problème. Et ça, c'est l'excellent point pour les conducteurs de 2 roues. C'est accessible. L'avantage, c'est que le véhicule, il est réglable. Ce qui fait qu'en fait, sur les bras, tu es quand même position, on va dire, semi-fléchie, mais les genoux, tu peux avancer ou reculer la position, c'est réglable chez ton concessionnaire. Là, moi, j'ai demandé à ce que les genoux soient un petit peu ravancés pour avoir une position un peu plus canapé, mais c'est extrêmement confortable. Très bon niveau de confort pour l'assise également. Je trouve qu'on est extrêmement bien assis, maintenu avec un petit dosseret à l'arrière royal. Même le confort en termes de suspension, même en termes de retour de la route, en termes de préhension, je trouve qu'on est très très bien. On ressent évidemment, comme c'est un comportement de quad, toute la route, qui pour certains peut être désagréable. Moi de mon côté, ça me gêne pas plus que ça. Poste de pilotage à gauche, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un petit loquet pour les pleins phares et les feux de croisement. Un petit bouton qui permet de naviguer sur l'écran et qui permet de retrouver donc toutes les applications connectées, également les informations de conduite, consommation, etc. Un bouton des modes ici qu'on activera après. Là, je suis en mode standard, mais il y a un mode éco et un mode sport. On a également un bouton pour le volume plus, volume moins et un klaxon. Mais ce qui est surtout assez dingue, on a une boîte robotisée semi-automatique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément tu as une marche arrière. Tu appuies sur le bouton R, tu appuies sur le bouton moins, tu peux activer la marche arrière. Oui, c'est un véhicule avec une marche arrière et ça c'est très très cool. Une boîte semi-automatique robotisée, c'est un peu le même fonctionnement qu'avec une boîte DCT de chez Honda. Une palette plus, une palette moins. Tu ne peux pas caler sur ce véhicule en dessous de 1000 tours minute la vitesse précédente s'enclenche toute seule. Un véhicule qui ne présente donc pas d'embrayage, ce qui fait qu'on peut passer avec un permis A1 automatique, intéressant. Et aussi, petite subtilité, qui n'a pas de levier de frein avant. On a une pédale de frein au pied droit qui contrôle donc les 2 freins avant et le frein arrière pour avoir une sorte de freinage couplé. Ce qui fait que c'est un véhicule qui est assez facile à prendre en main. Il faut faire quand même très attention au vent latéral. Il y a pas mal de préhension au vent latéral parce que le véhicule est quand même
très ouvert. Moi j'aime bien, mais en même temps, moi j'aime bien tous les véhicules. Si vous ne portez pas de bouchon d'oreille, les amis, à un moment, le bourdonnement du Rotax va vous faire très mal. Ça bourdonne comme ça tout le temps. On se retrouve donc avec un véhicule qui a un vrai gabarit. Regardez-moi ça. Cette gueule pour moi, voilà, la Ridge Racer Type 4 avec le Terrazzi Wildboard, enfin c'est génial. Un truc, aïe. C'est absolument dingue. Transmission un peu à la façon des Harley. Transmission à courroie. Moins d'entretien, pas de bruit de chaîne. Le cycle d'entretien du véhicule est d'abord la première révision à 5000, puis ensuite c'est tous les 10 000 km. Bah, c'est pas mal du tout, tous les 10 000. Can-Am, c'est une expérience. Ça s'essaie, ça se découvre et c'est une autre communauté, c'est un autre point de vue, une autre vision pour se rapprocher un tant soit peu des sensations motardes sans jamais l'être réellement. Tu sens autant le moteur vibrer, tu sens autant l'accélération, tu sens autant l'essence, tu ressens autant la route, les odeurs, tu profites autant des arrêts, tu découvres autant la montagne, tu roules autant voire plus. Bref, est-ce que Can-Am n'aurait pas aussi, au final, un peu l'esprit motard? Je pense que c'est un débat sans fin auquel le roulard français qui a tout vu, tout entendu, tout vécu n'est peut-être pas prêt. La majorité silencieuse comprendra ce point de vue s'il est déjà monté sur une moto, a démarré un moteur et est parti à l'aventure, sans autre but simplement que de profiter d'être en vie. Pour une fois qu'on a un petit rayon de soleil, c'est le seul depuis novembre ou janvier, je sais plus. Donc on va déconnecter un petit peu le cerveau motard, l'esprit, tout ça, puis on va essayer de comprendre en fait à quoi sert ce véhicule. C'est un véhicule de loisir. Tout simplement. Je pense que c'est pas une moto déjà parce que les motards ne te saluent pas, tout simplement. En vérité, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, moi, en tant que motard, de conduire ce type de véhicule, tout simplement parce que c'est pas une moto, voilà. C'est trop bien. Quelle expérience, mais quelle belle expérience, vraiment. C'est vraiment un super moment. Il y a aussi un peu de négatif. J'ai perdu un rétro sur la route, mon rétro droit. Il m'est venu comme ça, j'ai pas compris pourquoi est-ce que j'ai perdu un rétro. C'est un peu dommage pour un véhicule qui est affiché entre 22 et 26 000 euros. Mais je vais mettre ça sur le dos de l'incident isolé. La partie connectique et écran, j'y ai pas touché parce que ça a l'air un peu d'être le bazar. La bulle. C'est essentiel. Il faut absolument que vous mettiez une bulle si vous voulez prendre plus de 130 km/h, sinon vous allez être contraint d'être bloqué à 100, 110 et ça va vraiment commencer à tirer les bras, à tirer la tête parce que tu es équipé comme un motard et que tu as du vent dans la tronche, tu es comme sur un roadster. Il paraît apparemment que ça n'a pas l'air si fiable selon certains détracteurs, mais est-ce que c'est des détracteurs de la moto qui disent que ça c'est pas une moto? Je ne sais pas. Faut mettre des bouchons d'oreille par contre, vraiment. Mais si vous mettez pas de bouchons d'oreille, vous allez avoir très mal aux oreilles, ça bourdonne tellement et je pense que ça mérite un essai. Vraiment, pour les gens un peu sceptiques ou qui se demanderaient un peu comment ça se comporte, ça mérite un essai. De toute façon, c'est pas le but de Can-Am d'aller draguer des motards qui font de la moto, qui vivent moto, qui respirent moto et qui dorment moto également. Mais le but, ça va être d'aller chercher d'autres catégories de personnes. Il va y avoir forcément des motards qui, par exemple, roulaient en Gullwing ou roulaient avec un K16 et vont vouloir avoir ce surplus de stabilité. Faut pas croire aussi, t'as pas mal d'acheteurs qui achètent justement ça parce que madame ne veut plus monter à moto avec eux et préfère justement rester à la maison. Mais dès lors qu'ils achètent ça, madame remonte bizarrement sur le Can-Am. Véridique. C'est pas un véhicule daily. Tu pourrais très bien, évidemment, l'utiliser au quotidien si ça t'intéresse. Pour autant, moi, j'estime que vraiment, la cible de ce véhicule, c'est le loisir. Et rien d'autre. Tu prends pas ça pour aller au boulot. Donc quand les gens me disent tu peux pas faire d'interfile et puis t'es trempé et t'es bloqué dans les bouchons, ouais mais comme une moto en fait. C'est un véhicule pour tout le monde. Voilà. Alors pas pour monsieur tout le monde. Est-ce que c'est un véhicule pour motard? Non. Par contre c'est un véhicule pour tous les gens qui ont eu des problèmes dans la vie. Je m'explique. J'entends beaucoup le témoignage de nombreux motards qui passent sur ce type de véhicule. Déjà, on a parlé de ceux qui prenaient de l'âge, mais aussi ceux qui ont un handicap, ceux qui ont peur de la moto. Des fois, tu peux te retrouver dans des situations où tu te fais peur à moto. Tu as un accident, ou tu as peur de faire tomber la machine. Je pense que les motards qui nous disent ouais, mais c'est pas une moto, ça a tous les inconvénients, n'ont jamais essayé un Can-Am. Essayez un Can-Am. Et c'est là que j'embraye sur les désavantages de la voiture et de la moto. Non, plutôt le sentiment de liberté de la moto et la sécurité de l'automobile. Parce que Can-Am, avec cette gamme de véhicules, c'est aussi et surtout l'accessibilité. Parce qu'il faut penser à l'après-moto. Beaucoup de motards disent plutôt mourir que de rouler en Can-Am parce que je vieillis. Je dirais en mon sens plutôt profiter encore quelques instants de sentiments procurés par la moto, mais différemment. Peut-être après tu te diras non, ça me va pas, non, j'aime pas du tout. Mais essaye. Essaye. J'ai fait 1500 km avec, j'ai trouvé ça fun, j'ai drifté tout le long. En déconnectant le SP, tu pars en glisse tout le temps. Et moi, très sincèrement, j'ai kiffé mon expérience en Can-Am. Alors est-ce que je suis un vrai motard ou pas un vrai motard? Après tout, Dieu seul me jugera, j'ai envie de dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce véhicule, il attire les regards, il vaut le détour, et il mérite bien un essai.
Et on n'oublie pas de rouler protégé. Porter un airbag. C'est pas parce que c'est un véhicule 3 roues qu'il faut limiter l'équipement. Et la marche arrière, c'est pratique. Allez, très gros bien à vous.